Causerie nocturne sur la musique du présent. Donc ce soir pour parler de tout ça, enfin peut-être pas de tout, mais en tout cas de la question du concert, on a invité Jean-Luc Plovier, donc bienvenue à toi. Et Jean-Luc, tu es pianiste, entre autres, tu es aussi directeur artistique de l'ensemble Ictus. C'est pour ça qu'on t'invite. Et parce que donc l'ensemble Ictus, c'est un ensemble qui est basé à Bruxelles, en Belgique, et un ensemble de musique contemporaine. Vous avez un travail très fort avec une compagnie de danse, on en parlera tout à l'heure. Et On habite sur le même site. d'accord, bah vas-y, Bon, bah écoute, je te laisse. non, mais je t'en prie, continue. Et aussi, on va parler un petit peu de l'invention de la Liquid Room, de cette forme de concert que vous avez mise en place. Donc voilà, bah écoute, je te laisse continuer un petit peu sur cette histoire de site et comment vous êtes formé. Oui, donc, Ictus, c'est un ensemble de musique contemporaine comme il en existe dans toutes les grandes villes, en fait. Il y en a beaucoup à Paris. On a appelé ensemble, après la guerre, ces petits orchestres avec un musicien par pupitre et qui se spécialise dans la musique contemporaine. C'était le moment, par exemple, où Renard de Stravinsky, le Pierrot lunaire, le Marteau sans maître apparaissaient comme des modèles nouveaux. Et c'était là que la musique la plus prospective, la plus intéressante se produisait, qui n'engageait plus donc le grand orchestre symphonique, mais des collectifs de musiciens spécialisés. On est parti de là, mais en même temps, directement, on a été lié au monde de la danse, parce qu'on s'est constitué pour une production de Wim van de Kebus, je ne sais pas si ça vous dit, d'abord, et puis immédiatement après, on a travaillé avec Anne-Thérèse de Kersmaker, la compagnie Rosas, donc, qui présente un portrait ici au Festival d'automne, 12 productions, je crois. Je joue dans 2 des 12. Et sur 20 ans, 20-25 ans, on a fait 12-14 productions avec Rosas, en habitant sur le même site. Donc ça, c'est déjà une expérience presque sociologique. C'est un site qui ressemble à un petit campus, en fait, avec un jardin, une cantine, un endroit où on prend le café, où il y a à la fois une compagnie de danse, un ensemble de musique contemporaine, une école de danse, qui est l'école de Kersmaker, et puis nos propres élèves, parce qu'on a des élèves qui font des masters, des postmasters, au conservatoire de Gand, mais qui travaillent en fait pratiquement chez nous, dans nos locaux, nous accompagnent, etc. Donc ça fait un grand brassage de gens, et très concrètement, comme vous le savez, une grande partie des décisions artistiques se prennent dans les cantines, dans les cafés, autour des machines à café. Il ne faut jamais sous-estimer ce lieu qui est vraiment le lieu de la rencontre. Production. J'étais frappé quand tu as parlé du titre. Voilà, c'est pas mon titre non plus, en finir avec le festival. Moi, ma question, ce serait plutôt quel type de concert, quel type de format, quel type d'espace, aussi quel type de collectifs sont nécessaires pour tel type de musique. Donc moi, je pense toujours en termes de nouage quand même. Peu à peu, comme ça, quand on a une expérience artistique, on ne sait pas très bien ce qu'on fait. J'ai jamais théorisé du début. On avance à l'aveugle. On sait souvent très fort ce qu'on ne veut pas. On pressent ce qu'on veut, le désir est mal affirmé, puis finalement la question, quand elle est résolue, commence à être bien posée, et on peut commencer à théoriser son travail. Ce que je pourrais dire, c'est que je vois aujourd'hui un nœud à trois fils. L'un qui serait tout le domaine du format de concert, l'espace, comment occuper l'espace de concert, comment peut-être défaire l'espace frontal, qui est après tout un espace idéal pour l'image, mais peut-être pas pour le son. Toute une partie de la modernité sonore a été de penser le son comme une expérience en 3 dimensions, et pas une expérience soumise à l'expérience de l'œil. Donc l'espace, le type d'écoute, etc. Puis après, le type de répertoire, mais comment aussi peut y avoir de l'aller-retour entre les compositeurs et les propres dispositifs que nous on leur propose. Et puis alors, très important aussi, quel collectif. Donc nous, on est en train de se détacher vraiment, après 25 ans, du modèle du petit orchestre. Parce qu'un ensemble, ça peut être finalement, ça peut être jamais que cet orchestre qu'on a dans la prova d'orchestra de Fellini, enfin un orchestre avec un chef d'orchestre, mais en réduction, un mini-orchestre, un orchestre miniature. Et si on est en train de se penser tout doucement plutôt comme un collectif de gens spécialisés, mais aussi déspécialisés.
Et donc, en finir avec le festival n'était pas mon truc parce qu'il peut toujours y avoir le récital, pardon, des récitals. C'est peut-être même un format idéal pour jouer l'intégrale des sonates de Beethoven, mais peut-être pas pour jouer d'autres musiques. Là, je sors d'une expérience avec un trompettiste américo-irakien, Amir El Safar. Une expérience assez longue comme ça, où il nous a initiés à la musique arabe, notamment à tout le monde des maqams, c'est-à-dire des modes. C'est quelque chose qui est commun au monde perse, turc et arabe, les maghrébins. Pas vraiment des quarts de ton, mais des notes altérées, etc. Bon, on a travaillé là-dessus, et puis à un moment, il nous a apporté des bouts de partition, généralement incomplets, il nous a demandé de jouer. Là, on a joué ce qui était écrit, mais ça ne marchait pas du tout, parce que pour lui, il n'y avait pas de différence entre jouer et improviser. Je me suis rendu compte, alors qu'il y avait presque un problème de lexique. Comme vous avez dans la langue inuite, par exemple, il y a 28 mots pour désigner la neige. Bon. Et chez nous, il y a un mot pour dire jouer, improviser, interpréter, qui n'existait pas pour lui. Il ne comprenait pas pourquoi jouer, on ne se mettait pas à improviser, ou en tout cas au minimum à orner, à répéter ses propositions en les ornant. Et voilà, donc ça pose toute cette question-là. Comment faire un collectif qui soit à la hauteur de nouveaux types d'écoute, de nouveaux types de musique, dans de nouveaux espaces. C'est pour ça que la question des formats d'écoute, pour moi, est indissociable de la question des collectifs et des répertoires. Je commence là-dessus, mais je vous laisse me poser des questions. Et n'hésitez pas, si je ne suis pas clair, ou si quelque chose vous intrigue, ou si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez réagir in real time, comme on dit à l'IRCAM. D'ailleurs, il y a un micro normalement qui est disponible, et si jamais vous avez une question, n'hésitez pas, vous levez la main et puis on vous le donnera. C'était... je pense que la façon dont tu finis sur la question de l'écoute est assez intéressante, parce que on a relevé une petite anecdote dans un entretien que tu as fait, qui est disponible sur YouTube, où tu parles, je crois, d'une histoire que tu as vécue enfant, avec l'appropriation d'un morceau de Kabalevski. Ouais. Et finalement, c'est cette façon dont tu passes par le sensible et l'appropriation de la musique qui peut être intéressante pour nous ce soir. C'est-à-dire que est-ce que on peut continuer sur cette idée de l'écoute en l'associant à la question de la situation sociale, puisque quand on est dans un concert, quand on est spectateur d'un concert, on est face aussi à un format social qui est relié à la question du sensible. Oui. Ce que je voulais dire avec l'histoire de Kabalevski, c'est que moi, enfant, je pense que c'est une expérience assez commune. Je me suis senti musicien que dès l'instant où je me suis approprié la musique. Et m'approprier la musique, c'était d'une manière ou d'une autre être improvisateur. Et être improvisateur commence toujours par quelque chose comme un démontage ou une certaine façon de plonger comme ça dans le matériel musical. Les jazzmen disent toujours, ce sont un peu mes héros, les jazzmen d'une certaine manière, je leur demande mais comment vous faites, comment ça marche. Ils disent toujours, il y a un moment où il faut faire n'importe quoi. Il y a une espèce de saut dans le vide, comme ça où on fait n'importe quoi. Et immédiatement, ce n'importe quoi est retravaillé. Là, quand on parle d'un point de capiton, c'est-à-dire qu'on va toujours essayer de rebroder ce qui a été défait par le n'importe quoi. Et c'est comme ça que l'improvisation naît. C'est comme ça que moi, je me suis approprié la musique, notamment en faisant les accords à l'envers, en essayant des cadences inversées. Et donc avec une certaine violence exercée sur le matériel qui était dans la partition. Et je me suis reconnu toujours assez systématiquement des amis ou des camarades avec qui j'avais envie de travailler, qui avaient vécu plus ou moins la même expérience. Cela dit, chez Ictus maintenant, le collectif qu'on essaie de développer ou de transformer d'une manière créative n'implique pas que tout le monde soit improvisateur, mais en tout cas que chacun puisse nous apporter quelque chose qui dépasse simplement l'excellence de lire une partition. Et donc c'est une question délicate, c'est une question difficile, et peut-être spécialement à Paris, peut-être spécialement au CNSM, que je ne veux pas aborder sans nuance, et que je ne veux pas aborder d'une façon provocante. Je sais qu'ici est un lieu d'excellence, ce qui est bien, parce que j'admire la technicité, j'admire la virtuosité, et la musique est une discipline qui charrie particulièrement une exigence de technicité et des gros savoirs. Mais nous, on a toujours choisi de travailler un peu autrement.
on s'est mis ensemble il y a 20 ans, et c'est à peu près toujours les mêmes qui sont restés, autour plutôt de l'idée d'amitié et l'idée de joie. La joie au sens presque spinozien, ou tel que Deleuze commente Spinoza, de laisser s'épanouir les puissances de chacun joyeusement. Et pour moi, c'est un index. Si on ne travaille pas dans la joie, c'est que vraiment ça ne marche pas. C'est quelque chose qui ne va pas. Et quand on essaie des musiciens, s'il y a quelque chose de joyeux qui se dégage de la rencontre, c'est plutôt bon signe. C'est qu'on peut continuer la rencontre. Ce qui fait qu'on n'a jamais travaillé, par exemple, avec des examens d'entrée, des auditions. Où le musicien qui nous convient n'est peut-être pas le meilleur, mais c'est celui avec qui on peut nouer quelque chose, qui peut engager, par exemple, l'improvisation, la composition, ou un musicien qui a apprivoisé l'électronique, qui sait amplifier son cello avec des pédales d'effet, enfin qui a un savoir autre que simplement le savoir de... C'est un peu ce que je vous disais avec El Safar, quoi. Quelqu'un qui sait jouer, c'est pas spécialement quelqu'un qui lit bien une partition, c'est quelqu'un qui sait faire de la musique à travers plusieurs portes d'entrée. Pour ça, tu parles à la fois... je réponds pas encore à ta question, n'est-ce pas, mais... Ouais, bon, c'est pas grave. Ça, tu parles ça au niveau de la façon dont vous sélectionnez, entre guillemets, les gens qui travaillent avec vous, avec Ictus, ou vos étudiants aussi sont pas forcément sélectionnés par concours ou... Quand tu parles d'examen d'entrée. Oui, mais les étudiants, à ce niveau-là, les étudiants qui veulent travailler avec nous, généralement, on les prend. On les prend tous, en fait. Oui, et après, ça... non, mais après, ça marche ou ça marche pas. Il n'y en a pas non plus des centaines, je dois t'avouer. Après, ça marche ou ça marche pas, mais on essaie de voir justement quelle puissance ils peuvent développer, qu'est-ce qu'ils peuvent déployer. Et puis, éventuellement, ils rejoignent l'ensemble. Ça peut arriver. Il y a des étudiants qui deviennent musiciens chez Ictus. Et du coup, dans cette idée de pouvoir s'approprier un langage ou une pratique instrumentale, puisque finalement c'est ça que tu recherches dans les musiciens avec lesquels tu joues, quand on transpose ça à la situation sociale du concert, finalement, qu'est-ce que c'est que créer des situations sociales ouvertes qui permettent différentes formes d'appropriation de la part de ce qu'on appelle le public? Alors, bon, je ne suis pas un fanatique, disons, de ce qu'on appellerait la musique participative. Ce sont des expériences qui ont été beaucoup tentées dans les années 70 avec Cage, Globocar. On distribuait des canettes ou des castagnettes aux spectateurs, on leur demandait de participer. Ce n'est pas tellement ce qui se rejoue aujourd'hui, je crois. Aujourd'hui, la réflexion a mené à dire qu'un auditeur, d'une certaine manière, participe toujours à l'œuvre, complémente l'œuvre d'une manière ou d'une autre par son écoute. Par contre, ce qui m'a beaucoup frappé, ça a dû sortir au début des années 2000, un livre que je vous recommande, qui s'appelle Écoute, une histoire de nos oreilles, je ne sais pas si ça vous dit, de Peter Sandy, qui est sorti aux éditions de Minuit. Alors Sandy avait fait sa thèse sur Emmanuel Nunes, donc comme un post-sérialisme hardcore, quoi. Il avait été éditorialiste à l'IRCAM, conseiller à la Cité de la Musique, bon, quelqu'un qui venait vraiment du même milieu que moi, et à un moment a déconstruit l'idée qu'il faut bien écouter. Alors c'est une idée vraiment très importante. Comme vous savez, autour d'Adorno et dans la filiation de Schoenberg et dans le culte de Beethoven, s'est développée dans le milieu classique l'idée qu'il y avait une écoute, une bonne écoute, d'une certaine manière conforme à la structure profonde de l'œuvre. C'est ce qu'on apprend aussi au cours d'analyse, et ça n'est pas faux. Ça n'est pas faux. Mais Sandy interrogeait la question, est-ce que dans une écoute, il ne faut pas aussi quelques distractions? Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des allers-retours? Ou Sandy posait la question aussi, est-ce qu'écouter, c'est pas finalement transmettre son écoute à un autre? Le côté écoute. C'est au moment où on dit ça, mais écoute ça à ce moment-là. Et on va rebobiner et réécouter ce moment-là. C'est là que se joue l'écoute. Enfin, toutes sortes de questions qui étaient posées sur le fait qu'il n'y avait peut-être pas d'écoute adéquate à la musique classique. Dans le même temps, on peut observer qu'encore récemment, il y a des polémiques furieuses qui se jouent sur la bonne écoute du concert. On ne peut pas tousser, ce que je trouve absurde. Comment on peut empêcher quelqu'un de tousser? On est dans l'ordre vraiment de la coercition physique, enfin, et même de l'inconscient physique. Où est-ce qu'on peut applaudir entre les mouvements? Je sais que c'est une question qui agite la Cité de la Musique. Ils ont répondu oui, puis des lobbies de mélomanes étaient outrés. Enfin, c'est le nivellement par le bas, etc. Toutes ces questions se posent, et donc pose la question du surmoi de la bonne écoute, qui est une vieille question pour nous, et qui est une vieille question pour nous, et qu'il faut ramener en fait historiquement
à Beethoven, les derniers quatuors de Beethoven, et aussi Beethoven tel qu'il a été idéalisé par Wagner plus tard. Il faut lire le Beethoven de Wagner, c'est passionnant, avec l'idée qu'il s'est sacrifié pour nous, qu'il a donné sa vie pour nous. Enfin, Beethoven disait déjà qu'il avait donné sa vie pour nous, d'une certaine manière. Quiconque entend véritablement ma musique, celui-là s'extraira de la boue dans laquelle le reste de l'humanité se vautre. Il y a quelque chose comme ça. Enfin, Beethoven avait tout l'amour que j'ai pour lui, et c'est une phrase un peu over the top, et qu'il est légitime de déconstruire, il me semble. Alors, est-ce qu'on peut avoir... C'est pas pour ça que j'encourage une écoute distraite. C'est pas pour ça que j'encourage une écoute de pur divertissement, ou une écoute qui serait uniquement dévolue à la danse, au fait de faire bouger son corps, mais plutôt une polyphonie d'écoute. Il y a quand même la question contemporaine de la mise au pluriel qui est au travail, dans toute manière, aussi bien dans les dispositifs scéniques que dans les qualités de répertoire, que dans les vertus et qualités qui sont demandées à nos musiciens. Il y a toujours d'une certaine manière une mise au pluriel. Et on a pu remarquer qu'en proposant au public des concerts très longs sur plusieurs scènes, avec différentes qualités de musique qui engagent différentes qualités d'écoute, en leur disant mais vous pouvez sortir, on dessert le surmoi, on dessert l'obligation, en fait ils restent à la limite, ils se couchent par terre, il y a là un effet intéressant, et en même temps ils peuvent se promener, Je vais vous montrer peut-être quelques images, sinon c'est un peu parler dans le vide. C'est une idée qui est venue d'un coup comme ça. C'est d'ailleurs pas moi, c'est mon camarade Tom Powell, qui est guitariste et co-coordinateur. Parce qu'il n'y a pas un directeur artistique chez tous, on est deux à mi-temps, comme ça. C'est toujours le fruit d'une interlocution. Qui a tout d'un coup cette idée, qui est sortie toute armée de son cerveau. Faire des concerts sur plusieurs podiums. L'idée, la première idée, c'était tout simplement de supprimer cette horrible chose qui était le changement de plateau. Ça vous dit quelque chose, ça, des concerts? Vous voyez une pièce, un Boulez, suivi d'un Schoeller, suivi d'un Lachenmann, et là au milieu il y a 20 minutes de changement de plateau, des gens qui poussent des marimbas. On s'est dit, pour supprimer les changements de plateau, il faut mettre plusieurs scènes, voilà ici plusieurs scènes, avec l'ingé son au milieu, des haut-parleurs tout partout, donc un peu la même idée que le balcon, que la musique amplifiée solutionne terriblement les problèmes. Tous les problèmes d'acoustique sont solutionnés du départ. On accepte un certain régime de musique immersive, on met les gens vraiment dans le son. On ne dit pas comme le balcon, on va vous mettre du gros son dans les oreilles, mais en gros c'est quand même un peu la même idée. Et si les gens toussent, après tout, on met plus fort. C'est pratique. Ce qui fait que quand une pièce se termine, mettons sur le podium vert, on fait une bascule lumière, et hop, une autre commence, et les musiciens s'installent à la lampe de poche, avec un régisseur. Bon, ça demande un peu d'investissement technique, mais c'est pas si compliqué non plus, c'est pas si cher. S'installe à la lampe de poche, et puis comme ça, on peut faire une sorte de dramaturgie musicale. Ce qui est aussi la grosse question de mon point de vue, je voulais ne plus faire que des concerts qui aient une sorte de courbe dramaturgique, ou bien qu'ils soient comme un magazine. Enfin, on ouvre un thème, le thème annuel. On a fait la Liquid Room 1, 2, 3. Puis à partir de la 4, on a commencé, dans un théâtre, on était en résidence. À partir de la 4, on a commencé à thématiser. On a fait une sur l'ars subtilior, l'équivalent du subtilior aujourd'hui. Une sur la synchronicité, des musiciens très éloignés qui jouent en même temps, des choses comme ça. Une autre qui s'appelait ballet mécanique, avec la question des machines. Une qui s'appelait phrase, autour de la question du phrasé. Et une sound and vision, autour de la question des lumières et des pièces avec des dispositifs lumineux. Et donc une courbe dramaturgique. Et ça, c'était un premier pas, d'une certaine manière, ou une première zone de contact avec l'art contemporain. Puisque l'art contemporain, on sait bien, est une affaire d'artiste, mais aussi une affaire de curateur. Là-dessus, il y a des propos intéressants de Nicolas Bourriaud, qui est curateur au Palais de Tokyo, qui disait aujourd'hui, il faut curatorialiser l'art, c'est-à-dire montrer qu'il y a des lignes de sens qui traversent les œuvres, et ça répond à la question, il y a trop de bruit, on est saturé, il n'y a plus rien à voir, il n'y a rien à entendre.
parce que de toute façon, il y a un bruit de fond permanent, il y a du bruit blanc. Et c'est vrai que parfois on a l'impression que la multiplication des artistes, en plus, il y a un phénomène de multiplication des artistes, je peux recevoir des centaines de disques en un mois, en fait, de jeunes compositeurs qui veulent être joués, on n'entend plus rien, ça fait trop de bruit, et tout devient une espèce de bruit de fond. Donc on est obligé de tracer des lignes, et de proposer des lignes dramaturgiques, pour que le public puisse à nouveau respirer des lignes de sens, et oui, des lignes de sens. Alors, je vous montre quelques photos, comme ça en vrac. Alors ça c'est une pièce de Gordon Monahan. On voit un musicien, en fait il y en a 3. C'était pour nous aussi une espèce de saut dans le vide par rapport à la musique de partition qu'on a toujours jouée. Ça c'est une œuvre électronique avec 3 canaux de musique électronique qui sont diffusés sur des haut-parleurs que les musiciens font tourner, créant des effets Doppler, et ça finit par faire une espèce de polyphonie en Doppler, en 3 dimensions. En plus, il y a des petites lampes, des diodes attachées, donc il y a des séquences dans le noir, des séquences éclairées. Ça fait comme des lucioles qui tournent, faisant des courbes complexes, etc. Et là, on était dans le registre vraiment de ce qu'on appelle l'art sonore, de sonic art, ou presque dans le registre des arts plastiques, mais avec du son. Et je crois, une fois encore, que c'était une mise au pluriel. Une fois qu'on franchit ce pas, c'est irréversible, quoi. Je ne voudrais plus retourner en arrière. J'ai plus envie de jouer uniquement, mettons, des pièces sur partition, même de mon compositeur préféré, Fausto Robitelli. J'ai envie de proposer une polyphonie d'écoute qui correspond aussi à cette polyphonie d'espace et qui correspond aussi plus profondément à une interrogation sur la modernité ou sur le moderne que je sens très intensément, enfin vous me direz tout à l'heure, mais chez les gens de votre génération, en tout cas ceux que j'ai fréquentés par exemple à Darmstadt en Allemagne, qui très clairement ont un rapport avec les avant-gardes. Il y a là une mise au pluriel du nom, qui est peut-être moins vive en France, je ne sais pas, puisque la présence de Boulez a été essentielle, à la fois très riche, très fructueuse et très autoritaire. Mais on voit des gens de 20 ans qui s'intéressent indifféremment à la musique concrète, au futurisme, qui vont chercher les... Beaucoup de gens maintenant essaient de reconstruire les Intunaru Mori de Russolo. C'est même pas très intéressant, mais ça montre que voilà, il y a un intérêt pour ça, pour comment dire, pour les pistes escamotées de l'histoire des avant-gardes, au free jazz, à toute l'histoire de l'improvisation, donc de l'improvisation libre aussi, à Pierre Henry, à une histoire des avant-gardes, et pourquoi pas au rock alternatif, là, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi quand même, certaines expériences de rap aussi, où à ce moment-là on ne considérerait plus l'avant-garde comme une pure histoire de filiation, on ne considérerait plus la musique contemporaine comme étant la noble héritière de la musique classique, avec un chemin linéaire qui irait de Beethoven à Strauss, de Strauss à Schoenberg, de Schoenberg à Boulez, mettons, de Boulez à la Rundmann, quelque chose comme ça. Enfin, et ce sont des filiations beaucoup plus construites, où les gens vont chercher dans les différentes traditions avant-gardistes qui ont fibré le siècle leurs propres intérêts. Et alors nécessairement, on se retrouve avec différents modes d'écoute. Il y a tout le mode de l'écoute structurelle, dont je vous parlais tout à l'heure, la bonne écoute, qui est celle de Schoenberg finalement, mais qui n'est pas la seule. Schoenberg, vous savez ça, comparait l'écoute classique, la bonne écoute classique, à un roman policier. Il n'y a pas de place pour la distraction, ou il n'y a pas de place pour cette distraction du visiteur de musée dans la musique. C'est un art essentiellement différent, dans la mesure où la musique classique nous propose une sorte d'énigme à la façon d'un roman policier. Il faut débrouiller les motifs, deviner leur destin, voir comment ils s'interpellent ou s'annulent ou s'épuisent les uns les autres, etc. Donc il y avait cette proposition qui est toujours vive, d'une écoute active, au sens d'une intellectualisation ou une intellection des enjeux d'écriture. Mais aujourd'hui, toutes sortes de musiciens travaillent autrement. Et toute la musique de drone, mettons, que ce soit dans le monde de l'électronique ou jusqu'à, mettons, peut-être Chelsea dans ce sac-là,
où il s'agit de capturer des petites différences et de se laisser submerger par le son, finalement, dans un monde de micro-différences, de petits chemins qui bifurquent, qui est un autre type d'écoute et qui, je crois, est compatible avec... n'est pas compatible avec celle de Schoenberg, mais peut coexister ou est co-possible à l'intérieur du même concert. Voilà, je vous montre des images en vrac, on discutera plus tard. Je vais vous laisser me poser une question, sinon je dérive tout seul dans un monologue autiste. Il n'y a pas de souci. Mais oui, voilà. Ça c'est intéressant. Bah, voilà. Donc des... on donne aux gens, voilà, ici il y a plusieurs podiums qui sont construits autour d'un centre. À l'époque, on mettait l'ingénieur son au centre. Et puis on a trouvé que ça commençait à ressembler à une sorte de panopticon totalitaire, justement. Alors on l'a mis sur le côté, il râle un peu. Mais comme il a maintenant un iPad, il peut venir mixer au milieu quand même. Et on met la console, la grosse machine, un peu sur le côté. Par contre, au milieu, on met des tabourets en carton que les gens peuvent utiliser pour aussi choisir leur angle d'écoute, suivre. Et c'est très excitant. C'est un peu inconfortable pour eux, mais finalement, il reste 2 heures, 3 heures, 4 heures. On s'était dit aussi au début qu'on ferait des concerts trop longs. Donc, pour être sur le modèle un peu du musée, peut-être si c'est trop long, bah, ils arrivent en retard et ils partent plus tôt. Donc, ils ne voient pas tout, mais ils ont fait une promenade musicale à travers notre proposition. Puis après, c'était trop déprimant, parce que quand vous terminez un concert à 1h du matin et qu'il n'y a plus que 10 personnes et que vous n'avez aucun retour sur ce qui s'est passé, c'est à la limite, quand même, c'est une rasthénique, quoi. Donc finalement, on essaie de faire un compromis avec des durées que les gens peuvent accepter, mettons 2h30, quelque chose comme ça. Parce que en fait, dans la Liquid Room, il y a la pluralité des scènes et il y a aussi là, ce que tu nous montres, c'est donc des tabourets en carton que les spectateurs peuvent prendre, déplacer, et ils peuvent donc se déplacer pendant le concert. Oui, voilà. Ils peuvent choisir leur écoute et alors on essaie qu'il y ait au moins une œuvre qui soit sur plusieurs podiums en même temps. Là, on a joué du Philip Glass, des pièces de jeunesse de Philip Glass. C'est pas un compositeur que j'adore, mais ces pièces de jeunesse sont intéressantes. Une espèce de protocole arithmétique comme ça, qu'on jouait à toute allure, avec 4 musiciens sur 4 podiums. Ce qui fait que les gens, s'ils marchaient, s'ils se déplaçaient, ils faisaient vraiment leur mix, quoi. Ils faisaient leur mixage. Et alors, important, on laisse le bar ouvert. Pour moi, c'est vraiment essentiel, qu'il y ait le in et le out. Ils peuvent entrer, ils peuvent sortir, ils peuvent s'ennuyer aussi, après tout, on va pas pleurnicher, quoi. Ils peuvent s'ennuyer un moment parce que le concert est long et reviennent quand ça les intéresse. Et puis ils peuvent boire un verre aussi, ça fait aussi partie éventuellement de la question. Ils peuvent s'enivrer aussi, c'est une véritable question. Enfin, moi je travaille pas trop là-dessus, mais le Klangforum Wien, c'est un ensemble de musique contemporaine viennois, tout à fait sérieux, intercontemporain viennois. Ils font au moins une fois par an un concert qui s'appelle Symposium, où ils proposent un verre de vin différent pour chaque œuvre. Bon, à la fin, ouais, soigneusement choisi par des énologues assermentés, et à la fin du concert, tout le monde est bourré. Bon, écoute, je leur laisse la responsabilité de ce choix. Mais il y a quand même l'idée, peut-être oui, qu'il y a différents types d'écoute, y compris celle-là, enfin, qu'on peut boire un verre. Sur la question de la liberté, tu dis que donc ils peuvent aller et venir, aller au bar. Est-ce qu'ils le font vraiment ? Écoute, c'est un peu le paradoxe que je te disais. C'est un peu comme, tu sais, une femme que tu aimes et qui te dit, fais ce que tu veux, tu vas lui coller, enfin, tu vas rester en fait. Ce sont un peu les paradoxes de la coercition. Et si on leur dit, mais vous sortez, vous pouvez sortir, ils restent en général. Il y en a même qui se couchent par terre et puis ils bougent plus, enfin. C'est étonnant. Tandis que parfois, quand on est sur un fauteuil d'une société philharmonique et qu'on ne peut même pas tousser, et qu'on ne peut même pas applaudir quand c'est beau, ce qui est totalement inculte aussi, hein, cette idée de ne pas applaudir entre les mouvements. Vous savez très bien que du temps de Mozart, on bissait les scherzi, etc. Il suffit de se renseigner un peu quand même. À ce niveau-là, on vit dans une espèce de goulot d'étranglement avec des habitudes du 19e, de la distinction sociale. Enfin, il faut bien que ça explose à un moment ou à un autre. C'est pas tenable d'écouter la musique comme ça, je trouve. Est-ce que dans cette possibilité de circuler pour les gens, de sortir, d'aller au bar, est-ce que vous cherchez à retrouver quelque chose qui se pratique plutôt dans les musiques populaires ou dans lequel la dimension sociale est beaucoup plus forte ? Oui, je te disais, il y a un moment aussi où c'est un verrou qui pour moi doit sauter, mais qui est délicat aussi, la distinction entre musique pop et musique savante,
Bon, déjà, dès le conservatoire, je trouvais quand même, je respirais difficilement avec mes collègues, surtout pâles, qui parlaient des doigtés d'études de Chopin. Et j'enviais, par exemple, la section théâtre. Ils étaient plus marrants. Et puis, alors, des sections de jazz se sont ouvertes. C'était quand même beaucoup plus intéressant. Et souvent, meilleur musicien, au sens où un bon musicien, c'est aussi quelqu'un qui peut dire rien de ce qui est musical ne m'est étranger. Des gens qui travaillent le rythme, le phrasé, la musique carnatique indienne, la question du son. Voilà, c'est ça, pour moi, c'est ça un musicien. Il y a un fantastique pianiste, alors qui fait des récitals, lui. Il fait des récitals. Donc, tu vois, je ne suis pas contre les récitals. Il s'appelle Pavel Kolesnikov, ça vous dit? Il est un peu célèbre, qui a enregistré un superbe disque de jeunes baroques, de Louis Couperin, des suites de Louis Couperin. Et le type est assez fascinant. Dans le teaser, il explique, bon, il a d'abord eu une vision. Il pensait qu'il fallait jouer Couperin comme du luth. Il aurait voulu placer directement ses doigts sur les cordes du piano. Donc il y a une impossibilité qui lui vient d'abord, une espèce de vision. Puis alors après, il a travaillé techniquement des legatos collants, n'est-ce pas? Plutôt que mettre la pédale, faire des legatos de transition, tuiler les notes, etc. Puis il a travaillé avec les ingénieurs de Yamaha pour atténuer le piano, retrouver cette sonorité de luth, ou au contraire, pour certaines pièces, aggraver l'acidité des aigus pour retrouver des sonorités de clavecin. Et puis enfin, il a été un BBC Fellow, compagnon de route de la BBC, sur une sorte de compagnonnage comme ça de 2 ans, je crois, où il a travaillé avec des micros, un peu comme faisait Glenn Gould. Et son disque est vraiment sublime parce que c'est un étrange piano, vraiment, où lui-même a participé à la prise de son, où sa technique a été mise en jeu, la technologie, la technique, la vision, la musicologie, tout ça intervient. Voilà. Alors, j'ai immédiatement parlé à De Kersmaker, je dis mais c'est avec lui tu dois travailler, faire les Goldberg par exemple. Parce qu'on n'a pas besoin nécessairement du meilleur pianiste pour faire un bon spectacle, mais quelqu'un avec qui il peut avoir un dialogue fécond, qui met en question le lieu, l'instrument, enfin la question de la lutherie, la question de la technique, la question de la technique. Vous voyez un peu mon état d'esprit. J'ai rien contre le récital, je ne suis pas le meilleur pianiste. Et j'admire aussi celui qui toute sa vie se consacre à l'opus 111. Il y a aussi un infini dans l'opus 111, on peut le forer à l'infini, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'à faire autre chose, tant qu'à faire de la musique contemporaine, il faut quand même poser maintenant une question de focale plus large, je crois. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Ah, très bien. Bonsoir. Bonsoir. Moi j'ai une question par rapport au dispositif scénique quand vous travaillez avec la danse. Est-ce Ouais. que vous transformez aussi l'espace traditionnel? Est-ce que c'est pas du frontal? Comment ça se passe? Ou alors est-ce que c'est que quand c'est que de la musique que vous avez ces explorations-là, mais que quand on revient avec de la danse, c'est plus traditionnel? Après j'aurais une autre question. Oui, ça dépend des spectacles, en tout cas d'Anne-Theresa. On a fait le spectacle qu'on donne d'ailleurs 22, 23, 24 au Bobigny, séquence pub. C'est Vortex Temporum de Gérard Griset, un sextuor de Gérard Griset qui est chorégraphié par De Kersmaker, mercredi, jeudi, vendredi. On a travaillé en frontal pour les théâtres, c'est presque des raisons économiques. On ne peut pas toujours exiger d'un théâtre qui débarrasse tous les gradins, etc. Mais alors, elle a fait une version muséale, une version pour les musées d'art contemporain, bon, pour les boîtes blanches, quoi, qui lui est totalement, c'est une topologie, c'est isotope, on peut le regarder de n'importe quel côté. Et c'est une très belle expérience où les spectateurs peuvent d'ailleurs circuler, éventuellement nous barrer le passage, parce que comme ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, ils peuvent faire des choses perverses même, pourquoi pas. Donc ça nous a beaucoup appris sur comment on se débrouille, comment on est solidaire l'un de l'autre, par exemple, pour débarrasser le passage, à quel moment on doit se fâcher, à quel moment on doit jouer avec l'incident. Mais grosso modo, c'est vrai, on est presque plus libre quand on choisit soi-même, quand on définit soi-même son espace musical. Moi, pour l'instant, je suis vraiment fanatique de faire des concerts comme ça. Je voudrais encore développer l'idée, aller plus loin dans l'expérience. Et de mon point de vue, c'est le théâtre musical d'aujourd'hui, en fait. Ça m'intéresse même plus tellement d'avoir des opéras avec des synopsis, des pitchs, des histoires. Je crois que voir des corps musiciens intéressants à l'œuvre, aujourd'hui, c'est fondamental. Voir un improvisateur ou l'ami El Safar, dont je vous ai déjà parlé 2 fois, mais quand il chante, c'est tellement beau.
je me passe du spectacle. Par contre, ben voilà, il faut un petit peu l'éclairer, il faut un peu le dramatiser, il faut un peu le valoriser. Et encore, il y a vraiment un travail énorme à faire aujourd'hui sur faire spectacle du corps musicien, en fait, du corps musicien à l'œuvre. Et alors, bon, ce qui est intéressant avec du Kersmacher, c'est qu'elle a une belle idée du corps musicien. Elle ne nous demande pas non plus des histrions ou des clowns ou bien d'être des espèces de super musiciens, danseurs, acrobates. Elle nous demande simplement peut-être d'exagérer de 10% le geste instrumental pour le laisser se déployer et résonner avec les gestes des danseurs. Ça, c'est très agréable, évidemment. Mais bon, c'est une danseuse très spéciale à ce niveau-là, qui vraiment a quelque chose à demander à la musique, qui aime la musique peut-être plus que la danse, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Sacha Valls avait fait un spectacle avec une violoniste. Elle joue, je ne sais plus quoi, peut-être du Hosokawa. Et au moment, la violoniste est prise par les danseurs, mise à l'envers, etc. Donc il y a toute une acrobatie. Ça, elle ne ferait jamais de Kersmacher. On a été habitué comme ça à laisser se déployer le geste instrumental pour lui-même. Et quand on travaillait Vortex Temporum, qu'elle était en panne dans sa chorégraphie, qu'elle chorégraphiait très systématiquement, mesure par mesure, si elle calait à un certain moment, elle disait aux danseurs, bon, on s'assied, on regarde les musiciens. Alors on jouait, c'était assez agréable pour nous, puisqu'on se rendait compte, on commençait à se rendre compte de notre toucher, de notre phrasé dans l'espace. Donc on pouvait l'amplifier un petit peu, et après ça leur donnait des idées pour le matériel chorégraphique. C'était une belle expérience. Oui, bonjour. J'ai pas très bien compris en fait comment vous êtes amené à faire ce type de concert. Enfin, quel problème avez-vous eu pour pouvoir changer enfin, voilà. C'est des problèmes pratiques, je crois. Il y avait d'abord, je vous dis, la question du changement de plateau. On était vraiment agacés par les concerts catalogues. Ça a dû marcher à une époque. Hein. Moi, je pense que les concerts catalogues, puis on écoute le nouveau Courtac, le nouveau Globoka, ça a dû marcher au festival de Darmstadt en 55, en 60. Ça devait être passionnant. Mais il y avait un public passionné et qui avait un sens critique et qui venait pour... voilà, ça discutait au bar, ça applaudissait, ça huait. Et à un moment, il y a eu une obsolescence de ça, je crois. On se retrouvait à faire des concerts très tristes, avec surtout des changements de plateau. Et puis alors, on a eu la chance d'être aussi en résidence dans ce théâtre, Kai Théâtre, qui est un très bon théâtre, à Bruxelles, vraiment un meilleur théâtre d'Europe, je crois, qui a découvert des gens comme de Kersmacher, Van de Kebus, aussi, je sais pas, Tonel Group, Wooster Group de New York, très bon théâtre, où on a été tout de suite confronté à un public cultivé en général, mais pas spécialisé en musique. Donc c'est pas du tout le public de l'IRCAM qui vient avec un certain bagage en musique contemporaine, c'était des gens qui aimaient la danse, le théâtre, la performance, des choses comme ça, et qui voulaient être intéressés par la musique. Et à un moment, le directeur a dit, ça suffit vos concerts, pas partez alors si c'est pour faire ça. On avait fait des concerts, Elliot Carter avec 5 pièces, bon, ça semblait épuisé, donc on a été obligé d'inventer autre chose. En partie, c'est ça, quoi. On popular demand, comme on dit, c'est une demande populaire, et ça fait clic. Il y a des spectateurs qui se sont dit, ah ben voilà, là il y a vraiment quelque chose de nouveau. Et c'était intéressant d'entendre ça, là il y a quelque chose de nouveau, parce que c'était pas dans l'écriture. Vous voyez, c'était pas la nouvelle avant-garde, c'était pas l'ultime, après le spectralisme, le saturationnisme, on n'avait pas inventé le nouveau régime d'écriture qui pourrait détrôner les autres. On avait pris le problème ailleurs, en disant, le problème maintenant c'est peut-être dans le camp des interprètes. Et ça je suis sûr. Les bons compositeurs, mais il y en a plein, des gens brillants, vraiment brillants. Mais il faut pouvoir discuter avec eux maintenant, qu'est-ce que tu veux faire vraiment ? Et en général, quand on discute avec eux, qu'est-ce que tu veux faire vraiment ? Ils ne veulent pas faire des pièces de 12 minutes pour 8 musiciens qui seront inscrits dans des concerts de 6 pièces avec pause au milieu et poussage de marimba. Ils ne veulent pas faire ça. Ils veulent aussi faire des concerts où l'espace est questionné, où le rôle du musicien est questionné, le rapport au public est questionné. Donc tous ces bons compositeurs, il faut commencer à leur faire des propositions. Et on avait l'impression que la balle était dans notre camp. Tu comprends ? J'en profite. Vous parliez des compositeurs ouais. dans votre ensemble là de cette joie, mais plutôt entre les interprètes, et que ces idées semblent venir un peu de vous tous qui êtes interprètes à la base. Est-ce que vous n'avez pas de compagnonnage comme ça avec des compositeurs, comme c'est le cas dans d'autres ensembles où les compositeurs ont aussi un parti pris
dans la direction artistique, ou c'est vraiment quelque chose... Je comprends la question. Ouais, on a nos chouchous, quoi. Donc on a nos chouchous, il y a des compagnons de route. Assez vite, par exemple, Apergis, c'était une figure très importante. Je crois que c'est quelqu'un d'extrêmement important, justement. Un compositeur avec qui on peut aussi parler, discuter. Mais enfin, on n'a jamais donné le pouvoir au compositeur. Moi, je veux pas. Je pense que c'est pas bon, que ça crée des effets de lobbying. Bon, le narcissisme est ce qu'il est. Et je crois qu'il vaut mieux laisser ça. Moi, je ne suis pas compositeur. Donc, sans parler vraiment de questions de pouvoir, mais plus dans un sens esthétique, où certains ensembles sont associés aussi à des... à des oui, on a eu un courants, compagnage très voilà, fort, je vous dis, esthétiques. avec Apergis, puis avec Faustoro Mitelli. Bon, ça continue comme ça. Oui, il y a des compagnons de route. Et les compositrices. Oui, pardon. Ouais. Non, j'ai Oui, c'est vrai, oui. rebondi un petit peu sur la question parce qu'il y a aussi d'un ictus des compositeurs-interprètes C'est vrai, comme Eva c'est vrai. Reiter, J'ai été Tom engagé Powell. d'abord en tant que musicien. D'ailleurs, Jean-Luc Favchan, qui est un compositeur assez brillant, qui est l'autre pianiste d'Ictus, qui est compositeur, et Eva Reiter, qui est compositeur, gambiste et joueur de flûte Petzold. Mais enfin, on les joue pas non plus nécessairement plus que les autres, un peu, mais c'est pas facile à manipuler ces choses-là d'ailleurs. Pour moi, c'est pas facile. Est-ce que tu pourrais un peu nous préciser peut-être ta définition de l'expérience musicale, de l'écoute musicale? On en a pas mal parlé, mais dans une de tes interviews, tu parles de l'association du sensible et du symbole. Et là, tu as beaucoup parlé de dramaturgie. Est-ce que du coup, ça veut dire que, enfin, on est quand même beaucoup imprégné ici encore. On en a parlé tout à l'heure de l'accent de la musique absolue. J'ai l'impression que le travail d'Ictus est totalement autre. Est-ce que tu pourrais un peu nous Oui, mais en c'est dire assez plus? nouveau. Si j'ai parlé de l'association du symbole et du sensible, là, c'est vraiment en tant qu'amoureux de la musique écrite. Moi, je voulais dire par là que la musique écrite, je l'ai dans la peau aussi. C'est quelque chose que j'ai expérimenté très jeune. Vous connaissez cette histoire de Chelsea? On dit toujours que Chelsea a été interné à l'hôpital psychiatrique. Il jouait toujours le do. Et alors, un monde s'est ouvert sur la note do. Alors, mon expérience est totalement différente. Moi, enfant, je jouais un do, bon, et puis un accord de ré en dessous. Alors, ça donnait la septième. Et le do prenait la couleur de la septième. Si je jouais la bémol, il prenait la couleur de la tierce, du ton médian, etc. Et donc, cette relation entre le grimoire, le chiffrage, l'harmonie en tant que formalisme, et les effets sensibles que ça produit, voilà, ça c'est ma formation. J'ai une formation de musique écrite. Mais à un moment, j'ai senti qu'il fallait je sais pas, exposer le cadre. Et le moment charnière, c'était quand même la redécouverte de John Cage. J'avais un certain mépris pour John Cage, pour ce côté faites n'importe quoi, etc. Mais je l'avais mal étudié aussi, j'avais mal compris. Et ça devait être, je ne sais pas, en 2012, je ne sais plus, les 100 ans de John Cage peut-être. Je me suis vraiment réintéressé à ça, j'ai étudié, j'ai vu toutes les ressources du piano préparé, et aussi toute la magie que ça peut opérer sur un groupe, de se mettre dans une certaine éthique du laisser venir John Cage. On a fait des improvisations, même ça donne plusieurs heures, avec des radios, où tout d'un coup quelque chose se passe, vraiment dans le registre d'écouter le son pour lui-même. Et là j'ai compris que j'avais quand même fait un peu fausse route, que j'étais un peu péremptoire dans mon amour de la musique écrite. Puis j'ai renoué avec d'autres choses, avec mon goût de l'improvisation, une ouverture à la musique électronique, la musique pop. Et voilà. Donc j'ai pas de mépris pour ceux qui prennent pas le même chemin que moi. Je pense qu'à un moment, on change de cap parce que la vie n'est plus supportable avec les anciens a priori. C'est ce qui nous est arrivé, quoi. C'est sûr, si je parle de Cage, c'est pas pour rien. Je pense qu'aujourd'hui, quand je vois les jeunes compositeurs allemands, par exemple, il y a une reprise des thèmes de l'avant-garde des années 70. Le théâtre musical, le théâtre politique. C'est peut-être moins vif en France. En Allemagne, c'est très vif, avec des thématiques, des nouvelles thématiques, qui sont plus les thématiques habituelles de la musique contemporaine, qui est l'écriture du désastre, et toutes ces choses-là. C'est maintenant des gens qui viennent avec la queer théorie, du féminisme, l'anthropocène, des colonialismes. Voilà. Ça, c'est très actif sur la scène allemande. Des gens qui viennent avec des nouvelles thématiques, et beaucoup plus affirmatives d'ailleurs
que la musique contemporaine contestatrice, disons, telle qu'on la connaît. C'est marrant parce que ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec un ami compositeur qui me disait que pour lui, il y a certaines formes de concerts, certaines formes de pratiques sociales de la musique qui ne lui conviennent pas parce qu'elles remettent en cause le primat de l'écrit. Ah oui. Et Voilà, ouais, je comprends. et donc, toi, quelque part, même si tu restes attaché à cet amour de Je dis l'écrit, qu'il y a en tout cas une jouissance spécifique à la musique écrite, donc ça je ne conteste pas. Et j'ai clairement en tête le fait que la musique écrite, ce n'est pas une musique qui naît dans la tête des compositeurs et qu'ils notent comme une scénographie. L'écriture est un lieu de production du musical, un des lieux de production du musical. Alors moi je me suis rendu compte qu'il n'était pas le seul quand même, qu'il fallait, voilà. Il y a aussi des moments pour simplement pour ouvrir les portes sans très bien savoir ce qu'on fait, mais je pense qu'aujourd'hui c'est un moment où il faut faire des expériences un peu désordonnées, avec l'improvisation, avec l'électronique, avec l'espace, parce que ça sature de toute façon sinon. Le primat de l'écrit. Il devrait rencontrer aussi quand même Lévinas, quoi. Avec Michael Lévinas aussi, ça a été quand même quelqu'un qui a déclenché des choses chez moi. Il faut entendre Lévinas parler du concert, voilà, du concert du 19e siècle, le concert Chopin, le concert Fauré, tel que Gide l'a expérimenté. Ça se passait dans des salons, autour du piano. Enfin, tu vois, le concert comme expérience frontale avec le primat de l'écrit, c'est pas si évident. Ou Liszt qui venait improviser, c'était quand même d'autres expériences, à la fois sonores, et sur le plan d'écriture. Liszt, quand il jouait les symphonies de Beethoven au piano, il improvisait la moitié. Il faisait des cadences. Il y a aussi un manque de culture. Vraiment, c'est très frappant comme il y a un manque de culture parfois dans cette façon conservatrice de ne pas vouloir lâcher, sur le sujet qui fâche, enfin, le grand concert, le grand compositeur. On pense défendre la haute culture, et en même temps, automatiquement, on est pétri de malentendus qui démontrent une culture pauvre, finalement. Il peut voir aussi comment se pratiquait la musique au XVIIe, XVIIIe. Et mon idéal du musicien, ce serait finalement un idéal pré-romantique du gars qui sait accorder son instrument, trousser une chanson, improviser une basse continue. C'était ça un musicien, jadis. Pas spécialement quelqu'un qui savait jouer les études transcendantales de Liszt. Il faut renouer avec ça aussi, pas seulement casser les barrières. je reviens sur le petit lapsus que tu as fait tout à l'heure, que j'ai trouvé assez intéressant. On parlait de remettre en question le récital. J'ai dit le festival. Et tu as parlé du festival. Et c'est marrant parce que quand tu me montres les photos des Liquid Room, là, il y a un peu, je trouve, cet imaginaire du festival, mais réduit dans une salle. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire le festival un peu populaire où on a plusieurs scènes, et là tout d'un coup qui se retrouve une sorte de micro-festival. Donc est-ce qu'il n'y a pas cette inspiration-là Oui, c'est ça. Le modèle, c'était le festival de rock. Ouais. Tout à fait. Bien vu. Jusqu'au gobelet de bière, donc. Voilà. Et bah, je sais pas, pour continuer sur le festival, il y a des partenariats où vous présentez, parce que les Liquid Room, elles sont visées pour une scène, pour une salle ou un endroit précis. Non, c'est exportable. Ça s'exporte. Mais là, en principe, si tout va bien, on va ouvrir avec ce genre de concert le prochain festival Musica, qui, comme tu sais, a changé de directeur. Voilà, les festivals changent aussi. Parce que le festival Musica se fatiguait peut-être un petit peu quand même. On avait une question un peu... parce que tout à l'heure, quand on a préparé la causerie, on s'est rendu compte qu'il y avait comment dire, des petites complicités culturelles sur certaines lectures, etc., hors musique. Et puis tu as parlé de Deleuze, Spinoza. C'est une des problématiques qu'on rencontre ici, les gens qui sont en causerie, c'est comment on fait lien entre des idées politiques, des lectures extra-musicales, des recherches un peu philosophiques, voilà, et comment on intègre ça dans notre pratique, et comment on n'est pas toujours scindé en deux, en fait, entre le milieu de la musique classique, etc., avec ses codes, ses rituels, et
soit nos lectures à côté, soit orchestre Nuit debout, soit voilà, d'autres formes de pratiques sociales. Est-ce que personnellement, tu pourrais nous dire voilà, quand tu lis du Comité Invisible ou Rancière ou d'autres choses, voilà, comment ça impacte ta pratique? Ou comment ça a commencé, en tout cas, chacun témoignera pour lui-même, hein, mais moi, ce qui m'a vraiment presque fait exister comme sujet, c'est commencer à lire, vraiment ce qui s'appelle lire. Pas lire les livres que mes parents me donnaient, mais lire pour moi-même, vers 17-18 ans, et c'était le surréalisme. Pour moi, c'était le chemin d'accès, qui était très riche, parce que le surréalisme, c'était à la fois une contestation artistique, un projet politique, disons paracommuniste, quoi. Un projet érotique aussi, vous avez parlé de la liberté érotique, et un projet d'un mode d'existence, c'était la vie dans les cafés, etc. Et ça m'a beaucoup intéressé, ces gens qui étaient mes modèles, qui étaient mes héros, tu vois. Après, ça a été les citationnistes, etc. Et ça, bon, on tombe dedans ou on tombe pas dedans. Moi je suis tombé là-dedans à 16 ans, et tout d'un coup, je me suis senti exister. Mais c'était pas facile à articuler avec la musique, c'est vrai, qui est, comme je le disais en début d'entretien, qui est un exercice de haute technicité. Il faut beaucoup s'enfermer chez soi et beaucoup travailler aussi. Ouais. Je ne suis pas spontanéiste, si vous voulez. Mais bon, j'ai toujours lu. Et après, dans ce dont je témoigne aujourd'hui, je me rends compte en vous parlant, c'est que finalement, ce que ça transforme, c'est plus les pratiques. Comment on organise un groupe, c'est vraiment capital, quoi. Il y a un certain ensemble, dont je ne citerai pas le nom, parce que je ne veux pas dire du mal des collègues, mais je sais que son directeur a donné rendez-vous à un des chorégraphes avec qui on travaille, en disant je viendrai voir votre travail et après, on peut boire un verre et parler d'un projet futur. Mais c'est pas comme ça que ça marche. On ne peut pas parler d'un projet futur de quelqu'un avec qui on n'a pas dialogué, dont on n'a pas vu le travail, avec qui il n'y a pas d'affinité intellectuelle. C'est pas comme ça qu'on construit, de mon point de vue. Il faut d'abord faire des rencontres, et là les rencontres se font à travers les lectures communes, les goûts communs. Donc c'est sur la méthode de travail finalement que ça se joue, je crois. J'avais une question parce que vous avez dit que vous réfléchissez beaucoup au lieu, au rapport entre le lieu, le répertoire, Ouais. et vous l'avez esquissé à plusieurs moments, notamment quand vous avez parlé de ce théâtre. Vous avez dit on a eu affaire à un public bonne culture, mais pas spécifiquement musical. Oui. Comment vous pensez les concerts et la dramatisation en fonction des publics? Est-ce que vous faites une proposition et vous accueillez les gens comme ça, ou est-ce que vous dites demain on va jouer à tel endroit, on va avoir tel public, on va proposer Oui, ça? je vois la question. Non, je pense un public plutôt générique quand même. Un public en général. Et alors ça correspond à quoi un public générique? Ça correspond à quoi? Ça c'est important aussi. Comment t'appelles? Dimitri? Rémi, pardon. Rémi vient de parler de Rancière. Il y a cette phrase géniale chez Rancière. Il n'y a d'intelligence que celle qu'on prête aux autres, dans les deux sens du mot prêter. C'est-à-dire le savoir qu'on leur transmet, et on leur prête de l'intelligence, mais l'intelligence qu'on leur suppose aussi. Et si on travaille sur cette charnière-là, ça va. Moi, je pense que le public est intelligent. Je parle de là. Et donc un public, en général, je l'imagine intelligent, intéressé. Il ne faut pas lui parler musicologie, bien sûr. Il ne faut pas le bluffer non plus avec des arguments d'autorité. Ce grand compositeur qui est le meilleur élève de Lachenmann, ça ne les intéresse pas. Mais donc, écrire un petit texte. Quand on fait des liquid rooms, j'essaie quand même d'écrire un petit texte consistant, qui est traduit en 3 langues, parce que Bruxelles est assez cosmopolite et polyglotte. En 3 langues, on distribue aux gens, qui les aident à réfléchir. Voilà, c'est ça ma réponse. Il n'y a pas de fait sur mesure pour un public spécifique, je crois pas non plus, quoi. Je suppose qu'on peut s'entendre. Oui, par rapport à la réalité économique de ce genre de spectacle, des liquid rooms par exemple, il n'y a pas tous les théâtres qui vont proposer ce genre de prestations, et c'est pas non plus destiné à tous les publics justement. Non, c'est vrai. Je pense là au Festival de Chambord de 2017, je regardais la brochure parce que j'ai fait
j'ai participé. Et puis il y avait plusieurs concerts. Et ils parlaient de tel artiste qui venait, tel orchestre et tout. Et il y avait une page, c'était concert de musique contemporaine. Oui, c'est ça. Et enfin, qui va aller voir, qui va aller C'est dans le voir cahier ça des charges, sinon, j'imagine. Hein, dans le cahier oui. des charges de leur subvention, ils doivent faire le concert de musique contemporaine. Ils le font sans désir, et voilà, c'est dommage. Mais donc comment on parvient à vendre C'est vrai tel que ça coûte projet? quand même un peu plus cher qu'un concert normal. Il faut, Voilà. disons quand même, oui haut-parleurs, donc 4 amplis, une grosse console. Mais on n'a pas fait que ça non plus. On a essayé d'autres trucs. Je peux vous donner un exemple d'un concert qui s'appelle un mode de concert qu'on appelait Secret Public, qu'on a arrêté de faire, mais qui continue à faire avec d'autres ensembles au festival Milano Musica, où on demandait au festival de trouver des petites cabanes de chantier, tu sais, ces petites cabanes, et alors on mettait un musicien et 4 ou 5 spectateurs. Donc c'est l'inverse, des trucs super arte povera, avec l'idée que la musique contemporaine, quoi qu'on en dise, et contrairement à l'idée reçue, est une musique extrêmement physique, qui implique beaucoup la question du souffle, les nerfs des musiciens, le geste instrumental, ce qui est vrai d'ailleurs, hein, ce qui est parfaitement vrai. Et donc on se disait, 3 ou 4 spectateurs dans un espace réduit, à quelques mètres d'un musicien qui joue comme un diable de la musique, ça va marcher. Et c'était assez intéressant. Du coup, on faisait des parcours comme ça dans la ville, avec une dizaine de cabanes de chantier, un petit jeu de piste, et voilà. Ça, c'est un modèle économique plus soutenable, en tout cas. Mais ça, justement, même au niveau de la programmation, quand on propose ça à des programmateurs, ils vont se dire, il y en a encore beaucoup il y en a qui aujourd'hui. adorent, ça dépend. Ouais. Mais La clé, c'est quand même ce que je vous disais. Est-ce qu'on considère une histoire linéaire où la musique contemporaine est le fleuron actuel du grand art, beethovenino, Strausso, Schoenberg ou boulésien? À un moment, soit on fait un pas de côté, avec tout l'amour qu'on a pour eux, hein, par ailleurs, c'est pas la question. À un moment, soit on fait un pas de côté, soit on insiste dans ce registre, qui généralement mène au néoclassicisme, il ne faut pas rigoler non plus. Finalement, c'est des concerts Carole Beffa, quand même, à la fin. Mais ça, c'est une autre histoire, pourquoi pas, hein, mais voilà, c'est un autre public. Peut-être que vous l'avez dit, mais je crois pas. Vous jouez surtout à Bruxelles, et est-ce que vous pensez, enfin c'est une question, et est-ce que vous pensez que la Belgique est plus moderne, accueille mieux ce genre d'initiative que la France? Parce que bon, j'ai un peu honte de le dire, mais je ne suis pas forcément un public actif de la musique contemporaine, mais j'ai l'impression que les propositions sont quand même assez académiques, plutôt du répertoire contemporain que de la vraie musique contemporaine. Enfin, voilà. Oui, vos copains me demandaient la même chose tout à l'heure. Je suis mal placé pour parler de ça. Pour moi, la France, ça reste quand même... c'est le pays de ma langue, et ma langue, c'est ma patrie, quoi, si vous voulez, quand même. La Belgique, qu'est-ce que c'est? C'est un gag, aussi, quelque part. Avec un roi, etc. Bon. Et voilà, et la France, pour vous, c'est peut-être l'horreur, c'est le pays de Macron, mais pour moi, c'est le pays justement de Breton. J'ai pas dit ça non plus. Hein. C'est à vous de faire ce débat. Nous, on a eu la chance de tomber, je vous dis, de faire ces rencontres Van de Kebus, de Kersmaker. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le registre de la danse et du théâtre dans les années 80, très spécifiquement. Un éclatement des formes théâtrales et une touche un peu punk, comme ça, très physique, dont on a pu jouir. On a pu jouir de cet engouement-là. Et on vient de là, concrètement, de ces plateaux-là, quoi, de ces productions-là. C'est une question, c'est pour revenir un peu à la remarque que vous aviez faite sur Darmstadt, ouais. Et justement sur ce lien qu'il peut avoir entre composition, qui est un peu éclaté aussi aux États-Unis. Mais quand même, j'ai un regard assez critique, pas vis-à-vis du lien de la musique, vis-à-vis d'autres arts, et ça, je trouve ça très bien. Mais quand c'est quelque chose qui est confié aux compositeurs, ou surtout à des compositeurs qui sont des produits, ou en tout cas qui sont dans des institutions purement musicales depuis longtemps, dans le milieu de la musique classique, je trouve que ce qui nous était donné à voir à Darmstadt, enfin la fois où j'y étais il y a 4 ans, pas ces 2 années-là, était quand même très naïf. Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait quand même un échappé, que les gens pouvaient être les compositeurs en tout cas pouvaient être face à un questionnement artistique qui pouvait dénigrer tout d'un coup,
qu'ils auraient été capables d'y faire front ou peut-être d'avancer quelque chose et qu'ils échappaient à cette possibilité de nous offrir aussi en tant que public une proposition, quitte à ce qu'elle soit fragile, en proposant des choses qui étaient quand même plus proches de l'art visuel, mais avec une vision très naïve, quoi. Enfin, c'est-à-dire quand on aborde la musique au début aussi et des clichés, voilà. J'ai vu quand même beaucoup de clichés d'art contemporain et c'est pas la qualité que j'ai vue dans justement Anne-Theresa Kirchmaker. Je suis assez d'accord avec vous. J'ai éprouvé à peu près la même. Moi, je suis allé il y a 2 ans. C'est une biennale, donc ça va être l'édition suivante. Moi, c'était il y a 2 ans aussi. Ouais, ah, mais on était au même. Ouais. Où il y avait en effet très peu d'œuvres fondatrices ou substantielles qui étaient proposées, et en même temps une super ambiance. J'ai trouvé qu'il y avait une extraordinaire ambiance, et cette ambiance, donc, que moi j'aimais dès l'âge de 18 ans, quand je rêvais d'être un surréaliste buvant du curaçao picon dans les cafés parisiens, c'était des jeunes gens qui refaisaient le monde jusqu'à 5h du matin, avec des expériences, et j'ai trouvé que dans ce qu'il y avait dans le gain et la perte, c'était plutôt positif. Voilà. Et puis pour le reste, évidemment, très négligé, un style extrêmement négligé. Et moins dans les open space, bizarrement. Beaucoup de gens qui faisaient des performances où ils montraient le manque de soins. C'est très étrange, oui. Il y a une apologie du bricolage sur la scène anglaise aussi, en fait. Mais qui peut se comprendre. Hein. La scène anglaise est une scène désubventionnée, vous n'avez pas idée. La Belgique, pour ça, est comme la France, on est encore dans la queue de la comète social-démocrate, on a encore de l'argent pour la culture. À Londres, c'est plus possible. Alors ils font des concerts où ils montrent. On va faire un concert avec 3 feuilles de papier, bon, etc. Avec des lampes LED, avec des projecteurs à 3 francs 6 sous. Il y a une apologie du négligé et du bricolé, de l'objet vil, qui est un peu démonstratif pour l'instant, un peu étouffant, mais qui n'est pas sans charme quand même. Moi j'ai beaucoup apprécié en open space, dans les endroits où je m'en ouvert, où il y avait là, ça se justifiait. Voilà. Et quand c'était dans le cadre académique de programmation du festival, et que c'était un étudiant qui était invité à faire ça sur une scène avec beaucoup de... Je sais pas, tout d'un coup ça perdait... Je suis d'accord avec vous. Cela dit, bon, il y a quand même quelques bons compositeurs. Ce que fait Sten Andersen est vraiment intéressant, restera peut-être dans l'histoire. Et il faudrait voir comment ça se passait aussi à Darmstadt en 52. Hein. Pour un Stockhausen, un Boulez, vous avez aussi 100 épigones. Donc c'est vrai, il y a un phénomène épigonal à Darmstadt, mais pour l'instant, je dirais pas trop grave. Okay. Je passe l'éponge parce que l'ambiance est vraiment intéressante. Moi, j'avais une question sur quelques pensées autour de l'écoute qu'on traversait un peu le XXe siècle. On a évoqué tout à l'heure la question de la tragédie de l'écoute de Nono, qui moi m'intéresse puisque elle couple la question de l'écoute et puis d'une pensée politique et puis par filiation de l'Ironman. Je sais que c'est pas du tout ce qui intéresse Ictus a priori, mais justement pourquoi et quelle est la critique de cette tradition-là? D'abord, je commencerai par un hommage à Nono, quand même, qui avait qui avait vécu à Venise, qui avait ce savoir sur les différents chœurs de la cathédrale San Marco, etc. Et donc, qui a vraiment instillé dans la musique contemporaine cette promesse d'occuper tout l'espace, promesse qui a été presque trahie justement par la question, qui a été trahie par les concerts frontales. Et on n'a pas exploré assez cette promesse qui avait été faite par Nono d'occuper tout l'espace. Et aujourd'hui, quand des gens font des expériences en octophonie ou dans des espaces ouverts, ils ne font que réaliser la promesse qui était faite précocement dans les années 50 par Nono. Maintenant, c'est vrai, tu soulignes, j'ai un petit problème avec, disons, Helmut Lachenmann, qui est un compositeur que j'admire énormément et dont j'ai l'impression que c'est aussi une piste un tout petit peu épuisée. Voilà. Si ça vous intéresse d'en avoir une critique consistante, vous pouvez lire La révolution digitale dans la musique de Harry Lehmann, qui est au fond peut-être le manifeste de Darmstadt. Hein, c'est ce penseur qui est très, très hype à Darmstadt, qui a mis un peu au clair tout ce qui se disait là, avec l'idée que Lachenmann, ces belles formules, produit une musique absolue inversée. Donc il y a finalement tout le rituel de la grande musique, il écrit pour orchestre, avec 8 corps, des grandes pièces, et pour des dispositifs absolument classiques. Et à l'intérieur de ce dispositif classique, on critique tout, on reverse tout. Donc de mon point de vue, il y a un peu ce que les psychologues appellent un double bind. Il y a continuer le grand art, et en même temps renverser, tout détruire, ce qui à un moment est suffocant de mon point de vue.
voilà, et j'aurais plutôt une position qui n'est pas adornienne, pas toujours des dispositifs critiques, mais aussi simplement faire un pas de côté, déplacer, affirmer. Et à ce niveau-là, pour moi, l'Achmann, c'est un moment, c'est allez, on fera sans toi, quoi. Ça suffit. On peut pas aller jusqu'au bout de ça. J'ai eu une expérience absolument traumatique au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, il y a quelques années. Ça m'a beaucoup enseigné. Il y avait un quatuor à cordes excellent, qui jouait de la musique excellente, de Raphaël Sendo, Petrosian, tous ces gens saturés. À 11h du matin, au Palais des Beaux-Arts, devant les grandes orgues, vraiment dans les ors de la musique classique, quatuor en beau costume lève son archet et scratch, ça commence à faire du scratchy pendant 1 heure pour 20 personnes. Je dis, mais c'est quoi ce rituel? Ça semblait dire, nous sommes les bénis du Père, nous sommes les enfants de Beethoven, nous sommes incompris, mais vous nous comprendrez dans 20 ans. Et tout le monde sait que c'est faux. À un moment, il faut produire autre chose. Et faire ce pas de côté qui permet d'entendre autre chose, de respirer un peu mieux, y compris avec la musique pop, y compris avec les objets vils, y compris avec l'improvisation, y compris avec l'électronique. Parce que là, il y a vraiment une pente suicidaire, je trouve, et lugubre. Est-ce que je me fais entendre? Pas, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Mais est-ce que finalement, ça ne serait pas deux visages de la même chose aussi? Parce que toute l'esthétique Kreidler, ça vient de Spalinger, ou toute cette école à Freiburg. On est tous finalement dans un réseau hyper petit, on se connaît tous, machin, c'est notre petite critique. Mais pour les gens en général, quand ils écoutent une pièce de Spalinger et une pièce de ce qu'on appelle saturationnisme, c'est la même musique. Il n'y a pas longtemps, ça m'est arrivé d'arriver en retard. Là, c'était la musique et je me suis dit, oh là, il y a un compositeur saturationniste encore. Et en fait, c'était Xenakis. Et là, je me suis dit, bah, quand même, cette musique, elle a vraiment... Enfin, on a l'impression de tourner en rond un peu, mais je ne suis pas sûr que ce qu'ils appellent le nouveau conceptualisme soit aussi une sortie, une échappatoire, quoi. Enfin, et la musique pop... Je trouve que c'est quand même un moment qui ouvre bien les fenêtres, qui est intéressant. Je pense qu'il ne faut pas trop traîner dedans non plus, c'est vrai. Oui. Il y a quand même de très belles choses chez Alexander Schubert, chez Sten Anderson. J'ai entendu des belles choses, quoi. Désolé. Sten Anderson, je comprends. Après Schubert ou des personnages comme ça, moi, la critique qu'on pourrait dire, c'est que finalement, ils réutilisent l'esthétique Netflix ou des séries américaines que les gens regardent tous les jours en mangeant, en dînant. Et finalement, ils amènent ça dans une salle de concert. D'accord, mais c'est déjà un geste quand même. C'est un geste qui n'est pas inintéressant, de mon point de vue. Oui. Vous préfériez quoi? René Char? Vous voyez, il y a quand même un moment... justement, les objets pop, les objets généralement désanoblis de la culture, c'était pas mal qu'un compositeur dise qu'il va les traiter. Non? Schubert, il tourne mal, hein, je suis d'accord avec vous. Mais le jeune Schubert, si j'ose dire, le jeune Schubert était très intéressant quand même. Non, mais voilà, moi je suis assez d'accord avec toi. Justement, il y a le fait d'être dans un contexte classique. Finalement, c'est quand même moins pire d'être dans un contexte classique comme l'Achmann et de proposer à l'intérieur de ce cadre d'ouvrir sur autre chose. Donc c'est vrai qu'on reste dans un cadre et c'est dérangeant. C'est étrange, mais ça fait partie aussi de l'aberration de sa musique et c'est un peu allemand le fait de faire avec les outils d'une. Voilà. Et par contre, le contraire de faire un geste artistique parce que on amène à l'intérieur de ce cadre Netflix, mais bon, c'est pour Netflix ou surtout. Quand ce cadre a déjà été explosé et n'existe plus vraiment et plus vraiment un cadre institutionnel suivi par beaucoup de monde et que c'est plus que pour nous que ça a de l'importance, c'est assez étrange. Peut-être. Mais il faut parler des bonnes œuvres. Regardez, ça c'est une œuvre de Juliana Hodgkinson qui s'appelle Lightness et qui est très sérieuse, qui n'a pas cette dimension kitsch ou vous voyez ce que je veux dire qu'on trouve chez Schubert. Simplement, c'est une pièce pour allumettes. Il y a des musiciens un petit micro-contact sur le doigt qui amplifie terriblement l'allumette. Alors, comme dans les films de David Lynch. Et en même temps, ça éclaire la pièce parce que les musiciens sont plongés dans le noir et travaillent avec des ordinateurs qui donnent la partition en blanc sur noir. Bon, mais c'est une très belle pièce, je trouve, dans le cadre de cette nouvelle esthétique, dont l'emblème serait faire musique de tout, effacer la frontière entre le noble et le vil.
et qui est affirmative. C'est pas une pièce qui semble contester les habitudes d'écoute. Vous voyez ? Il y a quelque chose dans la musique contemporaine qui devenait orthopédique, de mon point de vue. Nous avons les moyens de vous faire écouter. Vous écoutez mal, vous jouissez trop. Vous êtes trop sur vos tablettes. Ça va pas. Venez au concert de musique contemporaine, désintoxication générale, orthopédie pour tous, on va vous apprendre à écouter. Et là, à un moment, c'est pas possible. Je suis pas ce prof non plus, je suis pas ce prof de yoga, je suis pas ce... Il y a moyen de faire quelque chose avec une tablette ou avec un MP3. C'est ça qu'ils nous disent, ces compositeurs-là aussi. Alors c'est plutôt un moment fécond, je trouve. Immédiatement, vous repérez évidemment le danger. Vous avez raison, hein. Il y a un péril de snobisme. Il y a toujours un péril de snobisme, de toute façon. Ça, j'aime bien. Bon. Michael Schmidt, c'est notre flûtiste. Voilà. S'il faut jouer la sonate de Poulenc, c'est vraiment pas le meilleur. Il le sait, et il refusera toujours de la jouer. Mais il s'est acheté une flûte contrebasse, puis après ça, il a acheté des micro-contacts, il s'y connaît en microphonie. Moi, j'apprécie beaucoup ce geste. Il a mis des dizaines de micros sur sa flûte, puis il s'est acheté un ampli basse, un ampeg pour bassiste. Donc il produit des sonorités incroyables. Et là, pour le concert, il a dit je vais te faire une installation, écoutez, je lui fais confiance, avec des Baxter d'hôpitaux, des gouttes à gouttes qui tombent et des micros subaquatiques, qu'il a acheté assez cher d'ailleurs. Il a fait une espèce d'étude rythmique, polyrythmique, de gouttes qui tombent, et c'est une très belle performance, je trouve. Voilà, c'est l'esprit d'Arnstadt, mais avec une touche plus soignée. Ce n'est pas allemand, après tout. Moi j'ai une question naïve, mais c'est une question qui m'a été suggérée par le titre de la causerie. Le titre de la causerie. Ouais. Donc, finir avec. Non, mais surtout la partie renouveler les dispositifs d'écoute. Ouais. Et est-ce que vous auriez une solution un peu magique en dehors des... Enfin, comment, selon vous, on pourrait faire changer les mentalités, faire changer les propositions de l'institution? Alors, il me semble que vous avez suggéré, c'est des propositions individuelles de groupes indépendants, et peut-être qu'un jour, ça s'institutionnalisera. Mais voilà. Il faut avoir confiance dans le travail. Enfin, si on travaille, qu'on fait des propositions qui sont vraiment intelligentes et qui fonctionnent. Je n'ai pas du tout le romantisme de l'artiste dans son grenier, grelottant et incompris. Je pense que quand on travaille bien, on finit par être entendu. Je suis assez optimiste à ce niveau-là. Il faut bien travailler. Vous pas? Vous avez des expériences Ah non, j'en sais rien. Ouais. Je me pose des questions. Pour l'instant, tel que la social-démocratie, tant bien que mal, je sais pas, en Belgique, j'ai l'expérience quand même d'un monde culturel assez bien fibré. Ce qu'on fait est observé, il y a des commissions qui en parlent, qui nous délivrent des rapports. C'est pas idiot, c'est pas des gens idiots, c'est généralement des gens bien. Ils nous délivrent des rapports auxquels on peut répondre. On reçoit des subventions, je vais pas me plaindre. Je trouve que c'est fibré d'une manière intéressante, et il y a toujours des gens intéressants pour saluer les initiatives intéressantes. J'imagine que c'est plus la même chose maintenant au Brésil ou aux États-Unis, évidemment. Ça peut tourner au pire assez rapidement. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que si on travaille bien, avec courage et obstination, on finira par être entendu. Là, je vous dis, les Liquid Room, on n'a pas fait, on n'est plus invité au Festival Musica de Strasbourg depuis au moins 6 ans, 7 ans. Il y avait vraiment un fossé, presque une querelle esthétique qui ne se disait pas, mais on sentait bien. Avec le nouveau directeur, il dit venez, on va faire ça. Pour lui, c'est une déclaration aussi de ce qu'il veut faire à l'avenir. Donc finalement, on a été entendu. Donc pas trop se plaindre. Oui, j'ai une. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. À vous écouter, il y a une réflexion qui me vient, c'est peut-être un peu simpliste, mais je me dis finalement, est-ce que l'erreur n'est pas dans le titre? C'est-à-dire, est-ce que le problème, c'est pas le concert frontal? Est-ce que la contradiction, elle n'est pas là, concert frontal? Parce que si un concert, c'est uniquement une abstraction, c'est-à-dire que du son, comme certaines élites ont voulu l'institutionnaliser, dans ces cas-là, pourquoi mettre le musicien sur scène, alors même que dans son parcours d'élite, ici par exemple, on ne lui parle pas de son corps, et que donc il n'a pas de corps, mais on va le mettre sur une scène en frontal. En fait, c'est absurde. Oui, c'est vrai. On vous l'a dit encore une fois, hein, le titre finalement n'est de personne. On aurait pu mettre bière gratuite, par exemple. Donc, ça aurait été faux aussi. Ça aurait été pas plus vrai. Cidre gratuit. Voilà. Et oui, j'ai essayé de développer ça tout à l'heure.
Oui, la question du format n'est rien si on ne pense pas les corollaires ou ce qui va avec. La question de la multiplicité des écoutes et donc d'une relecture de l'histoire linéaire des avant-gardes, de l'histoire des avant-gardes. Et puis comment sont constitués les collectifs musiciens. Attends, vous avez cette impression qu'un musicien classique n'a pas de corps. Dites-moi plus, en fait. En fait, vous l'avez dit un peu vous-même quand vous avez expliqué tout à l'heure qu'en travaillant avec Anne-Theresa de Kersmaker, elle vous avait incité à certains moments à amplifier peut-être un peu le geste pour en arriver à un volume. Oui, mais amplifier un peu seulement. Un peu seulement, mais une prise de conscience en tout cas. Oui, oui. Parce qu'on en avait parlé l'année dernière quand Pierre Jodlowski était venu, justement, où il expliquait que dans certaines de ses pièces, il voulait faire participer physiquement les musiciens. Et que Qui ça Pierre Jodlowski. Oui, d'accord. Et que quand il amenait ses pièces dans des lieux institutionnels, les musiciens refusaient tout bonnement le geste. C'est-à-dire le geste qui crée du son, oui, mais le geste associé au son dans la perspective d'une œuvre d'art, non. Vous voyez ? D'accord. Redites-le, la dernière phrase. Évidemment, ils sont d'accord pour faire des gestes, puisque pour créer du son, ils ont besoin de faire des gestes. Oui. Mais si un compositeur leur demande de faire un geste en plus de leur geste... Un geste en plus. Un geste en plus, mais qui participe de l'œuvre d'art, oui. Puisque ce sont des artistes, oui. Ils vont refuser de le faire. Ah oui. C'est intéressant, parce que ça veut dire qu'ils ne se définissent pas... C'est l'orchestre de Radio France, pour pas balancer. Pour pas le citer. C'est une question très complexe, je trouve, que vous abordez là. Mais parce que ça pose la question du rapport au public, ce rapport frontal qu'on questionne là. Il vient de là, peut-être. C'est pourquoi mettre un musicien sur scène. Oui. De mon point de vue, un musicien qui sonne bien est toujours beau à voir. Si le musicien sonne bien, à mon avis, c'est qu'il fait le bon geste. Il y a quand même un rapport de design entre le geste juste et le son approprié. Et c'est beau de voir Michelangeli qui joue, je sais pas, ou un pianiste qui fait bouger juste ses doigts. Mais ça dépend. Comment est tendu son plexus solaire, comment il respire. Il ne faut pas nécessairement non plus en ajouter, en faire des tonnes. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait, mais... Je ne voudrais pas faire l'apologie d'une discoïsation du musicien classique. Il ne s'agit pas... Bien sûr, mais ça... D'ailleurs, en général, les musiciens qui ont un très bon rythme ne battent pas du pied, ne bougent pas de la tête, c'est tout intérieur. Donc là-dessus, je voudrais être nuancé. Tout à fait, mais justement, en fait, vous avez tout de suite parlé du plexus solaire, etc. Donc ça voudrait dire que le geste juste se suffit à lui-même. Il est beau à regarder, mais seulement dans la mesure où le musicien a quand même conscience de son corps dans son travail. Oui, oui. Ça ne veut pas dire qu'il surjoue ou qu'il en rajoute ou qu'il est dans la théâtralisation de son. C'est vrai. Un son bon geste. prof, en général, parle du geste, la question du geste. Ou alors vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est tabou, censuré ? Un peu. Après, moi, je suis pas musicienne ici, mais un peu. C'est possible, hein. Ouais. Il y a peut-être. C'est dommage alors. Oui. Peut-être une question de l'esthétique de Wagner qui a voulu justement cacher les musiciens qui rentrent là-dedans. Oui. Et c'est là qu'un Lachenmann a été très utile aussi, à faire ressurgir, disons, le refoulé, l'envers du son, le déchet instrumental. C'est un grand bonhomme. Hein. Je parlais juste de son utilité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Lachenmann ? Bon, et je pense que qu'est-ce qu'on peut faire avec Lachenmann ? On va pouvoir répondre à cette question autour d'un petit pot qui nous est servi par le BDE. Merci Jean-Luc. Merci à vous. Et merci à vous tous d'être là.